Bonjour à tous, bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Salin et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. Aujourd'hui, on reprend la remontée de l'histoire récente de l'antiracisme. Avant la pause estivale, on s'était arrêté à décembre 1983 quand les marcheurs pour l'égalité arrivent à Paris et arrachent la carte de résidence de 10 ans. C'est ce moment aussi dans l'histoire qui marque l'apparition politique de la deuxième génération d'Arabes, de Maghrébins, qui revendiquent la justice pour les crimes racistes et policiers et qui revendiquent aussi l'égalité de traitement avec les Blancs. En riposte à cette apparition non prévue, non voulue, les médias s'emparent de la marche et construisent une figure contrôlée, c'est la figure du beurre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'arabe qui n'apparaissait dans la presse ou dans le discours politique que comme un problème de sécurité, un problème de rodéo, un problème de faits divers, un problème de chômage. Il se voit ajouter une nouvelle représentation, la représentation du beurre, qu'on pourrait qualifier de bon arabe, parce que le beurre, il n'est pas menaçant, il n'est pas une nuisance, il n'est pas un danger. D'ailleurs, on ne parle pas de problème beurre, alors que l'arabe est un problème par nature. Et le beurre, il est en attente de reconnaissance, il n'est pas revendicatif, en tout cas pas trop. Et le beurre, comme son double la beurrette, il passe bien en photo, le poing levé, boucle au vent. Tandis que l'arabe, moins la France le voit, mieux elle se porte. Il n'y a pas de représentation arabe à l'époque. Donc pour une partie de la jeunesse qui porte comme un fardeau le fait d'être arabe, devenir un beurre, ça va être une alternative, une solution. Ça leur permet d'exister dans des formes qui conviennent à la France. En tout cas, le crime que commet là la presse, c'est d'effacer la revendication d'égalité et de renommer cette marche des beurs. Alors que dès qu'on a un minimum de fierté, on sait bien que beurre, c'est une insulte, c'est une manière de nous domestiquer, on est des Arabes. Même si on est Kabyle ou Chaoui, Arabe, c'est notre race ici. Quand on se fait discriminer, quand on se fait tabasser par la police, le fonctionnaire, il attaque l'Arabe. De la même manière qu'il n'en a rien à faire de savoir si le noir qu'il attaque est Louba ou Guyanais. Donc le gouvernement continue son action, il se préoccupe de prévenir l'émeute, d'empêcher que survienne l'émeute, mais dans la manière dont il présente les choses, ce n'est pas ce qu'il dit, il dit qu'il prévient l'insécurité, alors qu'on a vu que l'insécurité c'est un problème inventé, c'est une invention politique, et donc il prévient la délinquance. Pour ça, il va mettre en place des choses comme l'îlotage en 1983. Le policier îlotier, c'est un policier qui a pour mission d'être au contact de la population. Il est censé se faire accepter par la population, il est aussi là pour empêcher que surviennent des troubles et des émeutes. Sa hiérarchie, elle attend de lui qu'il connaisse l'environnement, qu'il connaisse la population du secteur qui lui a été affectée, et lui, il va collaborer avec les bailleurs, avec les services sociaux, avec les écoles. Souvent dans le discours, on simplifie ça au flic gentil qui joue au foot et qui fait du social par opposition au flic méchant qui tabasse. Mais la réalité est un peu plus nuancée parce qu'on attend quand même de l'îlotier ou de son équivalent actuel, la police de proximité, du chiffre. Et c'est pas en empêchant les délits que ces policiers atteindront ces objectifs. De plus, si on ne leur donne pas les moyens de faire du social, ces îlotiers, ils sont condamnés à réprimer. Et à moins que cet îlotage soit impulsé par une hiérarchie qui prépare les policiers à tisser un relationnel de qualité, dans le parcours d'un policier, il n'y a absolument rien qui le destine à faire autre chose que réprimer. D'ailleurs, les professionnels de son secteur, les gens de son secteur, c'est pas forcément ce qu'ils attendent du policier, de faire du social ou de faire du relationnel. Donc, cette notion d'îlotage, elle s'est vraiment heurtée à la réalité. Ponctuellement, peut-être que dans un secteur donné, les conditions ont pu être réunies pour que ça fonctionne, mais ça, en tout cas, c'était l'exception et pas la règle. En général, un policier, quand il choisit ce métier, il le choisit pour être dans l'action, et c'est presque une punition pour eux de faire de la prévention et de la proximité. Donc ce qu'ils font, ils le font presque par engagement, parce que ça demande davantage de travail de construire une relation de confiance, et puis aussi parce qu'à l'intérieur de la police, ça a une sale image. En fait, on ne les voit pas comme de vrais policiers. Ce qu'on leur envoie, c'est que c'est pas viril. En plus, ils sont à pied, et ça non plus, ce n'est pas digne d'un bonhomme, et on sait combien la notion de virilité, elle est vraiment centrale dans l'identité du policier. Des années plus tard, pour se valoriser auprès des autres corps de policiers, les îlotiers ont mis en avant la qualité du renseignement qu'ils arrivaient à faire. Et ils ont même dépendu de la PJ, la police judiciaire. Mais
Même ça a pu créer de la défiance de la part d'autres flics, comme les flics de la BAC, qui n'ont pas forcément envie que ce qu'ils font soit scruté. Reste que l'îlotier, c'est un type de policier qui a pu être respecté par la population, contrairement aux BACeux, mais pour l'institution, c'est quelque chose qui a été sous-investi. Leur mission, au tout début, c'était de redorer l'image de la police. C'était l'objectif général quand ça a été créé. Si le reste de la police n'est pas réformé, c'est perdu d'avance. Et ce qu'a fait la population, c'est qu'elle a juste distingué les bons des mauvais flics. Cette période, c'est aussi le moment où les travaux d'intérêt général sont mis en place par Badinter. Il voulait, je cite, « calmer l'angoisse d'une société pour qui, lorsqu'il n'y a pas de prison, il n'y a pas de sanction ». Ça, c'est un peu contradictoire parce que, dans le même temps, ils reconnaissaient, les socialistes, l'importance de l'insécurité, donc c'est un peu comme créer le mal et son remède. Pour bénéficier des travaux d'intérêt général, il fallait ne pas avoir été condamné les 5 années avant les faits. Ça concernait les peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à 4 mois ou bien les peines criminelles. Et à l'époque, les alternatives à la peine, c'était seulement le retrait de permis de conduire et le retrait de permis de chasser. La loi qui mettait en place les tiges, elle ne prévoyait pas d'équivalence entre la condamnation à de la prison et les heures de travail pour respecter le principe d'individualisation de la peine. Donc, en fonction de la juridiction, ça pouvait énormément varier. Par exemple, dans une juridiction, on trouvait des gens condamnés à des tiges qui n'auraient pas été condamnés à de l'emprisonnement. Et dans d'autres juridictions, dans l'esprit des magistrats, c'était vu comme une faveur. Ce qui se passait aussi, c'est que c'était une mesure, enfin elle existe toujours, qui demande du travail supplémentaire au moment de la décision, mais qui demande aussi du travail pendant la période des tiges. La personne qui fait le tige est suivie, mais aussi ses encadrants. Le type de job, c'était un peu l'équivalent des services civiques aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était dans une collectivité locale, un organisme public, un établissement public, et le tige n'était pas rémunéré, mais il avait un rapport de salarié à la structure. Alors ça pouvait être auprès des personnes âgées, des personnes démunies pour restaurer un bâtiment public, et l'exemple était venu au départ du Québec. Le tige, c'est pas du tout nul. Pour ceux qui sont vraiment jeunes et éclatés, ça vaut toujours mieux que la prison. C'est parfois même une expérience de travail ponctuelle qui a un peu de sens, même si on sait que le tige aura toujours le travail à faire le plus ingrat. Mais le problème, c'est que le tige, il n'était pas offert à tout le monde. Certains, les magistrats, quand ils les voient, ils se disent que par essence, ils doivent être enfermés, et puis d'autres, on leur offre une chance de se reprendre. Exemple récent, Karl fait de l'apologie du terrorisme, il se prend un tige, quand un autre fait de l'apologie du terrorisme et se prend 4 ans de ferme. En 1984, les socialistes créent le comité interministériel pour les villes et le Fonds social urbain. C'est très technique. Le comité interministériel des villes est sous la présidence du Premier ministre. À l'époque, c'était Michel Rocard. C'est l'instrument qui pilote la politique de la ville. Donc il faut se représenter qu'il y a eu la décentralisation. Ça veut dire que l'État se désinvestissait des opérations urbaines au bénéfice des collectivités locales comme les mairies, les régions, les départements. Avec ce CIV, ce comité interministériel, l'État construit un cadre pour pouvoir chapeauter au niveau national les actions qui sont menées dans les quartiers. Donc c'est quelque chose qui ne concerne que les quartiers. Tout le reste de la ville est sous la responsabilité de la mairie et des collectivités locales. Et la politique de la ville, elle est vraiment compliquée à comprendre parce qu'elle a construit ses bases en plusieurs temps. Il y a un côté millefeuille. C'est interministériel parce que autour de la table, dans ce comité, on va retrouver par exemple le ministère de la Culture, de la Justice, de l'Emploi, de l'Éducation. Ils se réunissent sous l'autorité du Premier ministre et ils coordonnent leur action et décident comment ils vont répartir l'argent. La répartition de l'argent, elle se fera à travers le FSU, le Fonds social urbain. Le FSU, ils appellent ça l'argent de solidarité nationale à l'égard des quartiers affectés par de forts déséquilibres sociaux. Donc en fait, on a des politiques nationales qui sont inégalitaires. À cause de ces inégalités, elles enlèvent des ressources aux gens. Et ces politiques nationales, elles viennent appliquer, on va dire, des pansements de solidarité. Quand ils sont autour de la table et qu'ils décident, tous ces représentants des ministères, de conduire des actions, ils vont donner à leurs actions des buts nobles. Bon, je prends un exemple, lutter contre la rupture scolaire. À partir de ce but noble, on va descendre
jusqu'à l'échelon local, jusqu'à la structure à l'intérieur du quartier, qui va créer un projet de soutien scolaire et qui va donner à cette action un but noble de lutte contre la rupture scolaire. Et du comité interministériel à cette structure de quartier, on peut complètement suivre les sommes qui sont investies. Et ça permet à l'État de dire « Regardez tout ce qu'on a dépensé pour les quartiers cette année ». Ça s'appelle politique de la ville. En réalité, ça devrait s'appeler la politique des quartiers. Cette politique de la ville, elle a 4 critères. Le premier, c'est le contrat. Tout ce qui se met en place doit faire l'objet d'un contrat. Le deuxième, c'est le local. C'est-à-dire que ça doit s'adapter aux spécificités d'un quartier ou d'une zone. Les Francs-Moisins, Malakoff ou Boissard, c'est pas la même. Ensuite, c'est global dans le sens où éducation, justice, services publics, culture, services sociaux, urbanisme, tout le monde s'associe pour décider ce qu'il faut mener. Et le 4e critère de la politique de la ville, c'est la participation. Et cette partie-là, elle est déterminante. Parce que imaginons un blanc qui habite le quartier de Perrier à Marseille. Lui, sa participation à lui, c'est l'élection municipale. À chaque élection municipale, il va choisir une équipe sur un projet. Ensuite, quand elle est au pouvoir, cette équipe, elle lui rend compte régulièrement de ce qu'elle mène dans la ville, via le journal municipal. Et puis si à la fin du mandat, cet habitant de la ville n'est pas content du résultat, il va l'exprimer par son vote. En dehors des quartiers populaires, l'élection municipale, c'est celle qui passionne le plus les Français parce que ses résultats, ils sont vérifiables. J'ai choisi un tel parce qu'il nous a promis ça, je revote pour lui ou je vote contre son concurrent parce que je n'ai pas obtenu ce que j'avais demandé, j'en sais rien, une ludothèque, des routes en meilleur état, de meilleurs services publics, par exemple. Mais dans les quartiers, la politique qui est menée, elle dépend de qui ? Le maire est censé négocier avec l'État pour obtenir l'argent qui va l'aider à résoudre des problèmes sociaux lourds que le maire n'a pas créés. Et il a très peu de pouvoir sur l'avenir des quartiers, parce que tout ce qui relève de l'éducation nationale, de l'emploi, de la santé, de la police, lui, il n'en est pas à la source. Et il ne décide pas de ses actions. Donc cette idée de la participation, c'est en fait tout ce qui va consister à chercher des appuis dans la population. Et l'association, c'est la forme parfaite pour ça, parce que l'association, elle va communiquer avec les institutions d'un côté et avec les habitants de l'autre. Or, mailler le territoire, se préoccuper de la population et chercher à être au plus près d'elle pour emporter son adhésion, collecter de l'information, donner à la population le sentiment que l'État travaille dans son intérêt et de cette manière la convaincre que se révolter ou suivre des leaders politiques est contraire à ses intérêts. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la logique de la contre-insurrection. Donc elle est quand même très présente dans la politique de la ville. Puisque la contre-insurrection, ce n'était pas seulement des techniques policières brutales, c'était aussi beaucoup la stratégie de renseignement qui consiste à avoir un maximum d'informations sur la population, sur ce qui s'y passe et sur les mouvements qui peuvent naître en son sein. Et il y a une autre logique qu'on retrouve dans la politique de la ville, comme une inspiration, on va dire, c'est celle de la France-Afrique. Si on voulait faire un parallèle, on pourrait dire que les 4 critères de la politique de la ville qui rappellent la France-Afrique sont 1. Que ça ne relève pas de la politique générale, c'est une politique spécifique au quartier. 2. Il y a une intervention de l'État qui est plus importante dans le reste du territoire. 3. Il y a de l'ingérence politique. Et 4. Il y a un lien direct entre la manière dont l'argent circule et la gouvernance, ou, pour parler de manière un peu crue, il y a un système de corruption qui vise à empêcher l'émergence de mouvements à même de déstabiliser et de remettre en cause ces politiques. Comme pour la France-Afrique, beaucoup d'argent circule, une poignée s'enrichissent pour que rien ne bouge et la pénurie rend la population vulnérable à la corruption. Et comme le maire est le maillon qui négocie l'argent et qui le distribue en décidant à quelle structure l'argent ira, la mairie va devenir le lieu à prendre pour accéder au pactole. Et comment est-ce que le maire arrivera à faire la différence entre ceux qui se soumettent à ce système et les irrécupérables ? C'est très simple. Quand, dans son comité interministériel, il fait de la poésie là, en trouvant des buts nobles pour lutter contre les inégalités, contre l'échec scolaire, enfin voilà, tous ces vœux pieux, si on descend jusqu'au plus petit échelon local, celui qui, dans sa commune, dans son quartier, quand il monte son action,
reprend tout le lexique de l'État, en fait, il se positionne pour l'argent. Celui qui va monter une structure pour le soutien scolaire, celui qui va monter une structure pour l'organisation de camps d'été. Et d'expérience, je trouve qu'il y a un terme qui est immanquable. C'est-à-dire que dès qu'une structure le sort, ça en dit long sur sa position vis-à-vis de tout ce système injuste, c'est le mot citoyenneté. Dès qu'une structure parle de citoyenneté, les portes s'ouvrent, l'argent coule à flot, les places se libèrent dans les partis politiques. Citoyenneté, c'est vraiment un mot magique qui, quand il est prononcé par un arabe, quasiment fait de lui un beurre, en fait. Un beurre pour qui les portes s'ouvrent. Et citoyenneté, c'est aussi un mot qui va donner naissance aux listes citoyennes. C'est-à-dire des listes qui vont tenter de prendre les mairies ou de se positionner lors des municipales, non pas pour résoudre le racisme, mais pour accéder, s'approcher des lieux de pouvoir et donc potentiellement du pactole. Mais il n'y a pas que citoyenneté, il y a aussi tout ce qui est local, tout ce qui est participation des habitants, qui fait partie du jargon que l'État a inventé, comme il a inventé un jargon dans le milieu de l'aide au développement dans les pays africains. Et je l'aime bien participation parce qu'on a tous cru en entendant cette expression participation des habitants que ça voulait dire prendre part à part égale. En fait, pas du tout. Avec le recul, on peut penser que participation, c'est dans le sens de participer aux bénéfices, c'est-à-dire avoir sa part. En tout cas, quand on entend que dans les années 80, le comité interministériel des villes invente les régies de quartier, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas pour faire du lien avec les habitants, c'est comme le gardien du bidonville ou du foyer Sonacotra, c'est une potentielle source d'information. Le 8 mars 1984, un collectif féministe de lutte contre le racisme se crée à la Maison des femmes de Paris. Elles ont vu la marche, ça leur a ouvert les yeux sur la question du racisme et elles ont envie de créer du lien avec des collectifs de femmes qu'elles veulent rendre plus visibles. Ça va être un peu le début de l'OPA sur les femmes de l'immigration par la gauche. Parce que traditionnellement, chez nous, c'est pas forcément les femmes qui prennent la rue, mais ces luttes, elles ont toujours eu la faveur des Blancs qui les chouchoutent en ayant l'espoir que ça crée des zizanies entre nous. Et 15 jours plus tard, pour la Journée internationale contre le racisme, des maires se réunissent place Vendôme après avoir tenté, sans succès, d'interpeller le garde des Sceaux Robert Badinter sur les morts du racisme et sur les morts de la police. Elles évoquent 40 jeunes et enfants tués depuis 1982. Et elles se sont inspirées des folles de la place de Mai en Argentine. Les familles arrivent à être reçues par le cabinet du ministre, mais c'est tout à fait symbolique et vain. Dans la période, il y a d'autres rassemblements, d'autres collectifs en lutte qui ont été, eux, effacés de la mémoire collective. Cette initiative-là des femmes Place Vendôme, elle a été très soutenue par les organisations de gauche et d'extrême gauche et elle est restée potentiellement, on peut imaginer, parce qu'elle était politiquement inoffensive. Exactement au même moment, le MRAP, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, organise des assises intitulées « Vivre ensemble avec toutes nos différences ». Ce sont 2000 personnes qui se réunissent à l'UNESCO et Farida Belroul en est une des animatrices. Elle dénonce, elle, le droit à la différence comme une forme voilée de l'exclusion. Et dans son intervention, elle termine d'ailleurs en disant « S'il faut absolument un slogan, je propose vivre ensemble avec nos ressemblances, quelles que soient nos différences ». Son intervention est très appréciée par les participants à ces assises. Vous pourrez d'ailleurs la lire dans le journal du MRAP qui rend compte de cet événement. Et Farida Belroul, elle s'inscrit dans cette démarche de promotion de la coexistence. C'est quelque chose dont elle veut aujourd'hui que tout le monde se souvienne parce que, d'une certaine manière, elle était contre le séparatisme avant l'heure, si on veut. En avril, le gouvernement lance des consultations en direction d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes pour proposer des rénovations de la banlieue. Ça va concerner un peu plus de 200 quartiers. Quant aux marcheurs militants de 1983, eux, ils essaient de s'organiser, de se structurer. Beaucoup ont construit des associations ou des collectifs. Et en juin 1984, ils organisent des assises des jeunes de la deuxième génération à Lyon, puis à Saint-Étienne au mois de septembre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de coordonner leurs collectifs, leurs associations qui sont nombreux, et ils essaient de construire une fédération avec une plateforme. Simplement, il faut la construire, cette plateforme, et c'est un travail compliqué. Dans les discussions se posent de nombreuses questions, dont la question de l'autonomie vis-à-vis des forces existantes. Il y en a, par exemple, qui veulent garder une forte proximité avec les associations antiracistes et les organisations de solidarité avec les immigrés.
Ces assises ont été financées par le FAS et certaines municipalités ont soutenu matériellement les marches, et ça aussi, ça entre en jeu quand on se discute le contenu politique d'une éventuelle plateforme, parce que un discours trop radical pourrait faire perdre des ressources. Beaucoup de comptes rendus insistent sur l'opposition entre communautaires et partisans de la question sociale. Je ne me permettrai pas de résumer ces assises et leur contenu, c'est un sujet trop important. Ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que c'est lors de ces assises qu'est annoncé Convergence 84. Les gens de Convergence 84 organisent une marche à la fin de l'année où ils veulent promouvoir l'idée d'un mélange des cultures, avec donc Farida Belroul en tête, qui reste d'ailleurs le visage de cette marche qui a pourtant réuni jusqu'à 30 000 personnes le dernier jour avec leur slogan « La France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il lui faut du mélange ». Du point de vue des revendications, Convergence 84 est moins lisible que la marche de 1983. Leur slogan sous-tend que présenter des revendications antiracistes, ce serait diviser, et que donc la solution, ce serait de réunir Français et immigrés. Bon, comme la plupart des militants qui ont emprunté ce chemin assez glissant, ils se sont fait complètement dévorer par les Blancs, c'est-à-dire que lors des étapes, parfois ils regrettaient de ne pas trouver, entre guillemets, des gens de quartier, et ça leur fera dresser un bilan mitigé de leur expérience. Concrètement, ce qu'ils ont fait, c'était des rouleurs à mobilette, parce qu'en 1984, avoir une meule, c'était stylé. Et ils sont partis des 4 coins de la France avec, pour mot d'ordre, l'égalité pour tous. Et leur projet, c'était de traverser les principales villes de France pour rencontrer les jeunes dans les ZUP. Des fois, c'était dans un contexte particulier. Il y avait eu un crime raciste récemment. Pendant leur étape, ils rencontraient aussi les forces existantes, locales, et l'accueil qu'ils recevaient était plus ou moins bon. Ainsi, à Angers, le Canard local n'a fait aucun article sur le succès de leur passage. Par contre, pendant 3 jours, il a publié sur la montée de l'intégrisme musulman en Anjou. Il rencontrait aussi les ouvriers immigrés qui, à l'époque, participaient à des mouvements de lutte importants. Et cette marche à roulettes, elle n'a rien obtenu. Mais bon, elle a créé un espace ponctuel de débat sur la condition des jeunes d'origine immigrée. Un espace parfois conflictuel. Les comptes rendus sont assez intéressants. Ils nous parlent de nos débats d'aujourd'hui. Comme quand un arabe se retrouve face à un libertaire qui lui dit « ouvrier, immigré, même combat », ou quand il est face au paternalisme d'un catho de gauche, on voit que l'union c'est facile sur le papier, mais dans la réalité, si on ne veut pas se faire dévorer par le blanc, c'est un challenge. Donc voilà, bilan mitigé. La première bénéficiaire, finalement, ça reste Farida Belroul, qui n'a pas refusé de tirer profit de la mort de la France pour les jeunes passionnariats maghrébines, puisqu'elle a accepté d'être le joli minois qui cache le bilan riche et contrasté de cette expérience collective. Et puis, c'est à cette période que SOS Racisme naît, fin 1984. Le Monde l'évoque en décembre 1984. Il raconte que Jean Costil et Christian Delorme ont adressé une demande de grâce à Mitterrand parce que, le 30 novembre, Toumi Djaïdja a pris 2 enfermes en appel pour vol avec violence. Donc les 2 religieux rappellent à Mitterrand son engagement, pris sur le perron de l'Élysée, et lui demande de tenir compte de ce que Toumi représente au plan de la fraternité entre les différentes communautés qui font la France. Et dans le même article que je mets en lien de l'émission, vous verrez, on lit que SOS Racisme, créé en novembre 84 par des étudiants beurs, lance une campagne pour Toumi Djaïdja. Écoutez la fable, je cite. « Cette association voudrait, par des moyens spectaculaires, de la publication annuelle d'un bêtisier à l'édition d'un badge, témoigner du racisme quotidien. Leurs références sont Solidarnosc et Amnesty, et leur ennemi, la haine raciale. Par la vie, le spectacle, nous voulons montrer que, quelle que soit notre nationalité, nous voulons vivre et rester en France. » Étudiant beurre, c'est une fable. On sait depuis que c'est à l'Élysée qu'est née cette idée de créer SOS Racisme. C'est Jean-Louis Bianco qui l'a soumise à Mitterrand, qui a approuvé. Dans l'esprit des socialistes, les jeunes et les descendants d'immigrés, c'était 2 catégories qui s'abstenaient beaucoup aux élections. Et quand ils ont vu la marche et le fait que le racisme les faisait s'engager, les socialistes ont vu ça comme un appât pour les séduire et au moment des élections en 1986 notamment, leur envoyer les bonnes consignes. Donc ces gens qui se faisaient passer pour des beurs, en réalité étaient des proches du PS, en particulier Julien Drey et Harlem Désir. Parmi les fondateurs, on va retrouver d'anciens de la ligne trotskiste du PS, des gens de l'UNEF, des jeunes socialistes, des gens de l'UEJF. Et c'était pas des gens particulièrement impliqués dans l'antiracisme, c'était aussi des CSP+. Donc les militants arabes, ils manifestaient une certaine défiance envers eux et quand on voit les choses rétrospectivement, on sait qu'ils avaient raison.
puisque par exemple Laurence Rossignol faisait partie des fondateurs. On est vraiment, le mot emprise qu'on utilise pour les sectes est un mot qu'il faut utiliser pour l'emprise salafiste et qui sont une menace, pas tant pour la société française, je ne crois pas au grand remplacement et à, à tous ces fantasmes que développe une extrême droite qui manipule la laïcité en faisant juste appel à notre cerveau reptilien et à la peur de l'autre. Ce que je crois en revanche, c'est que nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et y vivent bien, c'est les protéger de ces menées, de ces gens qui se sont mis en situation de dire c'est nous qui disons la loi publique et la loi sociale dans les quartiers. La pression sociale est telle sur de nombreuses femmes qu'elles résistent puis elles abandonnent. Mais elles résistent, elles abandonnent si elles ne sont pas soutenues, si elles ne sont pas aidées. On a fait des grandes erreurs dans le passé. Par exemple, quand on a mis en place la politique des grands frères. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein, et puis il y a aussi vous toujours. Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit mais je pense de porter le voile ou mais bien vous sûr ne croyez pas? Mais non, mais je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Et je les aborde comme des militantes, c'est-à-dire que je les affronte sur le plan des idées et je dénonce le projet de société qu'elles portent. Je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois, et puis il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. C'est toute la différence dans la laïcité entre la foi et l'islam politique ou la chrétienté politique. À chaque fois que la religion cherche à établir des règles pour tout le monde, nous sortons de la laïcité. Elle a été d'abord militante à la LCR. À l'automne 81, elle a quitté la LCR pour le Parti socialiste. Et à l'UNEF, elle faisait partie avec Julien Drey des gens de la Tendance Plus, qui était une tendance qui permettait ensuite de rebondir vers le cercle des dirigeants du PS. En tout cas, le récit d'SOS, il est bien construit. Il y a un apolitisme de façade qui cache l'origine très politique de l'association. Certains, parmi les marcheurs, considèrent que cette organisation est trop politique au sens de membres de parti. D'autres la voient comme illégitime parce qu'on y trouve des non-maghrébins. En tout cas, SOS, au lieu de combattre la montée de l'extrême droite par des analyses et des réflexions politiques, fait le choix de rester dans le registre moral, événementiel, fun, humoristique même, et l'esthétique. Donc c'est cool, mais ça ne dit pas grand-chose, ce qui est aussi finalement la définition du beurre. Les gens d'SOS, ils prônent l'apolitisme parce qu'ils ne veulent pas non plus creuser leur propre tombe en construisant une organisation qui parle de racisme et qui risquerait d'être en concurrence avec eux, leur propre organisation politique. Eux, ce qu'ils cherchent plutôt, c'est construire un mouvement de masse affilié à la gauche et qui va permettre de mobiliser la jeunesse et les indigènes, mais avec un contenu flou et faible. Rassembler, c'est la priorité. Et c'est pour ça que la musique et l'événementiel suffisent pour ça. Pour eux, moins le discours est marqué idéologiquement, et plus il va rassembler largement. Donc ils ne cherchent pas à éradiquer le racisme, ils cherchent plutôt à rassembler, et ils utilisent le racisme pour rassembler. Être apolitique, ça sert aussi aux fondateurs à travailler ensemble, parce que comme ils viennent de tendances politiques différentes, ils risqueraient de se disputer sur le contenu à apporter. Donc c'est pour ça qu'ils restent aussi à la surface des choses. D'autant que dans leur parcours politique, ce sont des gens qui ne sont pas connus pour s'intéresser au racisme en dehors de SOS. Donc de quoi est-ce qu'ils pourraient bien parler ? Toutes les questions qui ont passionné les jeunes aux assises de Lyon et Saint-Étienne, ces gens-là, eux, c'est absolument pas leur problème. Alors leur mytho de « on est des étudiants beurre », la presse, elle reprend sans vérifier. Et puis, le vide politique est remplacé par l'esthétique. Il suffit de porter le badge, et c'est le badge, l'engagement. Et l'avantage, c'est aussi que le badge, il ramène des sous. Donc SOS va demander à des personnalités de porter le badge et d'apparaître comme des parrains de l'association. Ils organisent des conférences de presse au début dans les locaux de la LICRA et puis dans les locaux d'SOS, mais la campagne, elle n'arrive pas à décoller. La première fois où ils arrivent à vendre massivement des badges, c'est à l'arrivée de Convergence 84. Ensuite, ils vont miser sur la télé, d'abord dans une émission de Michel Polac qui traitait d'immigration. Et là, Harlem Désir vient parler de SOS et présente le badge. Ça plaît beaucoup à Michel Drucker qui, le lendemain, en parle dans son émission radio sur Europe 1. Mais le vrai décollage d'SOS, c'est quand Simone Signoret passe chez Anne Sinclair. Donc c'était l'émission politique du dimanche soir qui était très regardée.
Et Simone Signoret, une actrice respectée, appréciée, elle met en avant l'histoire d'un jeune lycéen qui vend des badges dans son lycée. Des personnalités politiques sont séduites par cette histoire et elles ouvrent leur carnet d'adresses à l'association. La presse aussi va leur ouvrir ses pages. Et la presse, ça lui plaît bien en fait ce côté apolitique parce que ça attire deux publics qui sont défiants envers la politique, les jeunes et les non-blancs. Et cet engouement de la jeunesse, la presse elle aime bien, c'est dynamique. Donc elle donne plus d'importance à SOS qu'elle n'aurait donné à un mouvement de militants austères qui analysent les crimes policiers et racistes et qui parlent de procès aux assises. Là, il n'y a pas d'égérie, il y a juste des visages qui sont dévastés et en colère, donc c'est beaucoup moins glamour. Donc c'est important quand même d'interroger le rôle de la presse, sinon on passe à côté des choses. Et on résume l'histoire à SOS, une émanation du PS. Mais c'est quand même plus complexe, il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient intérêt à ce que cette chose émerge. En tout cas, c'est rapidement devenu un outil du PS puis du champ politique pour combattre le FN qui prenait en force, c'est-à-dire qu'il sous-traitait à SOS. Faute de base militante, SOS avait besoin de s'appuyer sur les médias. Aujourd'hui, ce serait très différent. Un mouvement artificiel, il peut tout à fait se construire par une campagne numérique. Mais là, les acteurs et les personnalités apportaient une certaine caution à ceux qui avaient peur que ce soit trop militant. La campagne avait un côté marketing qui ciblait les jeunes, qui était plus moderne et attractive que ce que les associations existantes comme le MRAP ou la LDH produisaient. Quant au collectif en lutte pour les crimes racistes et policiers, eux, ils n'avaient pas le temps de communiquer ou de faire de l'événementiel. Toute leur énergie, comme aujourd'hui, elle était consacrée au combat judiciaire. Donc SOS donnait l'illusion de renouveler l'offre antiraciste, mais le faisait en laissant de côté les revendications des Arabes, qui n'intéressait ni le jeune blanc ni le jeune beurre. Lui, on pouvait l'intéresser avec l'extrême droite. Ça lui suffisait. En tout cas, grâce à la pluie de la télévision, tout le monde voulait avoir son badge au revers de son blouson. En février, un meeting est co-organisé avec l'UEJF. On y trouve des politiques de droite et de gauche, des artistes, des chercheurs. Et puis, à partir de là, à chaque fois qu'il y a un crime raciste, quelque part en France, SOS se précipite, rencontre les familles, rencontre les représentants publics locaux, distribuent des tracts, montent des actions, font venir des personnalités pour une conférence de presse. C'est-à-dire qu'ils accaparent. Et à cause de leur aura médiatique, les familles vont surestimer leur valeur. Parce que devant la justice, un concert, une personnalité ou un badge, ça n'a aucun intérêt. SOS se bat pour que la dimension raciste ne soit pas balayée quand un Maghrébin est attaqué. Et puis, il multiplie les comités locaux pour assurer ses actions. Ils s'inscrivent aussi dans le paysage local en travaillant avec des syndicats ou des associations selon ce qui existe. SOS va noyer la question arabe. Et je vous parlais tout à l'heure de la différence entre lutte approuvée, adoubée et lutte dangereuse. L'État voyait d'un très bon œil SOS. À Toulouse, c'est Hafid El-Alaoui de la maison de quartier de Bagatelle qui a fondé le comité local de SOS avec Arié Ben Semoun qui alors était UEJF. Arié Ben Semoun a ensuite été longtemps président de la communauté juive de Toulouse et quand il a été nommé président du CRIF Midi-Pyrénées dans les années 2010, il a inscrit cet engagement dans le prolongement de son engagement à SOS Racisme. C'est dire si politiquement c'était flou. D'où l'intérêt de focaliser sur l'extrême droite parce que face à elle, c'est facile de paraître antiraciste. Donc ils vont aussi, par exemple, SOS, aller à l'université d'Assas et avec l'UEJF co-organiser un meeting pour le symbole avec des personnalités toujours et puis le président de la fac qui validait l'action. Donc c'était un mouvement consensuel, apolitique, qui s'étendait sur le territoire et qui était très visible médiatiquement. Donc les militants antiracistes maghrébins, ils se sont fait éclipser. Et puis le côté apolitique et festif, il masquait l'absence de revendications que ces militants avaient portées en 83, puis dans leurs discussions en 84, et puis ensuite quand ils ont continué de lutter et de se structurer localement et nationalement. Les militants, eux, ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas les mêmes moyens. La marche leur avait offert une exposition médiatique exceptionnelle, mais elle était liée à des circonstances exceptionnelles. Donc une fois qu'on est revenu à la situation normale, ils n'avaient pas les contacts presse de leurs adversaires, ni la communication bien rodée avec une seule voix assumée par un porte-parole, ni image non plus soigneusement cultivée.
Pour SOS, l'idée d'un grand concert, ça naît à cette époque pour créer un événement qui engrange de l'adhésion. Ça ne peut pas être une manif, parce qu'ils n'ont pas assez de base militante, donc ils vont marketer la jeunesse métissée. Et grâce à leur réseau, ils vont décrocher des personnalités prestigieuses à prix modique. Donc ils prévoient des concerts dans plusieurs grandes villes, avec un final à Paris. Et ils le financent avec des subventions publiques et du sponsoring privé. Le concert est retransmis à la télévision sur TF1. Alors si vous êtes jeune, dites-vous qu'à l'époque, la télé, ça se regardait en famille, et que passer sur TF1 le soir, c'était la garantie d'être vu par les Français de tous les âges, de tous les milieux ce jour-là. Et forcément, ça s'accompagnait d'une couverture presse énorme. Donc le 15 juin 1985, ce sont des centaines de milliers de personnes qui assistent au concert de SOS Place de la Concorde avec Guy Bedos, Coluche, Cabrel, Téléphone, Lavilliers, les Rita Mitsuko, c'était les idoles des jeunes à l'époque. Et la télé en plus donne une dimension nationale à l'événement. Après ça, SOS va continuer des actions antiracistes. Ils seront attaqués en légitimité par les militants arabes. Mais ce qui va se passer pour SOS, c'est que la question des financements, finalement, elle va occuper beaucoup de leur énergie. Ils vont devoir se battre pour les maintenir parce qu'en plus, ils ont des salariés. Et en fonction des changements de majorité, ils doivent trouver de nouvelles sources de rémunération, comme le mécénat. On sait que Pierre Berger, c'est une des personnalités qui a financé les actions d'SOS. Donc la chasse à l'argent dont je parlais tout à l'heure, eux, ils sont complètement dedans. Localement, ils vont pouvoir être soutenus par des mairies ou par des organisations. Par contre, dès qu'ils ont eu la légitimité médiatique, leur discours a changé. En 1987, Harlem Désir est invité à la télé à L'heure de vérité, l'émission politique. Et c'est à une période où la droite accuse SOS d'être trop politique, parce que le secret de ses origines a été dévoilé. Et là, revers total, Harlem Désir vient parler des devoirs des immigrés, du problème de l'immigration clandestine, des efforts que chacun doit faire pour s'intégrer. Ce discours-là fait un tabac, il est beaucoup plus populaire que l'appel au métissage et au multiculturalisme, et ça fait de Harlem Désir un acteur désormais majeur sur la question de l'immigration, alors que lui, il est une arnaque. Donc on va l'utiliser pour faire face au FN, même si avec le recul, on a le sentiment qu'il a rendu le FN fort. Ils vont aussi organiser des manifestations, des actions, toujours autour de cas de crimes racistes, mais l'audience d'SOS va baisser régulièrement. Et puis, en plus, ses fondateurs ont d'autres préoccupations et d'autres visées politiques plus prometteuses. À l'élection de 1988, Mitterrand, initialement, avait espéré qu'SOS aurait une fonction électorale. Ils ne vont pas donner de consigne de vote, parce que ce serait trop flagrant. Donc, à la place, ils vont soumettre un programme aux candidats, et dedans, ils appellent à des politiques d'intégration. Ils tentent de mobiliser les jeunes avec une campagne spécifique, pendant laquelle Mitterrand va montrer son engagement contre le racisme, et ils vont aussi appeler à contrer Le Pen et faire campagne avec un concert. Ça va leur coûter très cher, parce que l'idée restera qu'ils sont très proches des socialistes, qui en plus ont été réélus. Et comme en plus les fondateurs vont gagner des responsabilités politiques en dehors d'SOS, ça ne va pas aider à chasser cette idée. Et eux, avec la nouvelle majorité, ils vont être très doux, ne critiquant que mollement ces attaques contre les immigrés et leurs descendants, puisqu'ils sont complètement sous la tutelle. Donc ils vont s'intéresser à ce qu'ils appellent les bavures policières. Donc en fait, à partir de 1988, le gros de leur activité est consacré à demander plus de politique de la ville, et l'abrogation des lois Pasqua, mais parce que c'est Pasqua. Ils organisent comme un concert triple à Paris, Dakar et New York en référence au commerce triangulaire. Et ils continuent d'organiser des mobilisations autour des crimes racistes et sécuritaires, mais la presse s'y intéresse de moins en moins. Les politiques se désinvestissent. Il reste des jeunes qui sont peut-être entrés naïvement et qui essaient d'agir dedans, mais de manière désordonnée et sans formation politique. On a des gens comme Fodé Silla qui vont avoir l'idée d'un tour de France pour entrer en contact avec la jeunesse des banlieues. Ils vont découvrir que c'est difficile de la mobiliser parce qu'elle a une forte défiance envers SOS qui est trop proche du pouvoir. Et à partir de là, ça va être un nouveau changement. Désormais, ils vont se préoccuper du terrain, du concret, des luttes locales autour du logement, de l'échec scolaire, des discriminations. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont complètement s'adapter au cadre de la politique de la ville pour capter des ressources. Donc l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc ils se désinvestissent de l'opinion et ils s'engagent dans les luttes locales. Où est l'argent ? Comme ils sont inscrits dans leur terrain local, ils organisent quand même des rencontres annuelles
Et puisqu'il n'y a plus la tutelle de Julien Drey, le discours se radicalise et l'association tient peu à peu un discours qui est assez proche de celui de la LCR. Et SOS est engagé parfois dans des cadres unitaires locaux. En 1989, il y a l'affaire des foulards de Creil. Au nom de l'intégration des élèves musulmans, SOS va être contre l'exclusion. Sauf que l'affaire prend des proportions énormes, et dans le monde politique et les médias, c'est l'exclusion qui l'emporte. Donc SOS est complètement décalé, ils vont se faire laminer. Donc cet épisode va encore faire fuir une grande partie de militants qui n'étaient pas du tout venus là pour faire de la politique conflictuelle. Mais on peut retenir, pour conclure, que ça a été une décennie très importante pour les Maghrébins de la deuxième génération. Les revendications politiques ont émergé et sont devenues visibles. Ils ont tenté de s'organiser et forcément s'est posé la question des relations avec les forces existantes, les forces politiques de gauche, les syndicats, les associations, les forces antiracistes traditionnelles aussi, et puis les organisations de pouvoir et le PS en particulier. PS qui voyait en nous un réservoir de vote et qui s'est consacré à exploiter cet engagement antiraciste. La solution qui lui est venue, c'était de créer de toutes pièces une organisation semblable en apparence, mais qui a les caractéristiques suivantes. Elle est apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne se positionne pas sur sa vision du monde et elle ne se positionne pas vis-à-vis des forces existantes. Apolitique dans le sens du refus du politique en son sein, mais complaisante avec les politiques au pouvoir dont elle dépend. Apolitique aussi dans le sens où elle peut réunir des pro-palestiniens et des sionistes, des antiracistes Strass et Payet et des tertéristes qui sont dans le vrai, le local. Donc ça n'a absolument aucune cohérence. Et à force de vide, ça devient une coquille creuse et chaque comité local peut remplir comme bon lui semble. Et puis surtout, cette organisation, elle est loin d'être autonome, dans son essence même, puisqu'elle est une création du pouvoir. Ensuite, parce que son existence dépend de l'argent public et privé qui lui sera donné et que son action dépend de l'argent qu'elle a réussi à décrocher. Elle est dépendante aussi des médias qui font et défendent son existence. Elle est dépendante des partis, puisque c'est un endroit où viennent se construire des carrières politiques. On commence à SOS pour faire carrière en politique ailleurs. Il reste que dans la mémoire des luttes, SOS est souvent évoqué pour parler de récupération. Mais ce n'est pas vraiment une récupération. SOS n'est pas récupéré par les politiques, c'est une lutte artificielle destinée à se substituer à des luttes autonomes dans l'intérêt du pouvoir en place. La récupération, c'est autre chose. La récupération, c'est quand une lutte antiraciste se laisse exploiter par une organisation politique. Imaginons une famille en lutte. Sa lutte la rend populaire auprès d'un public des quartiers qui ne vote pas. Récupérer, ce serait qu'un parti qui va aux élections, qu'elles soient municipales ou législatives ou nationales, utilise l'image de cette famille, utilise la popularité de cette famille pour gagner des votes. Ça peut être en mettant la photo de cette famille sur un tract, ça peut être en invitant cette famille à un meeting, ou en demandant à cette famille de dire « Votez pour Jack Beauregard, faites-lui confiance, c'est le meilleur candidat ». Donc pour éviter de se faire récupérer, c'est très simple, il suffit quand on lutte d'être très au clair dans les relations qu'on tisse avec les différents acteurs politiques, nationalement et puis localement. Et surtout, en période préélectorale et électorale. Mais le moyen politique le plus sûr, ça reste d'avoir une position politique claire, parce que dès lors qu'on dit qui on est, comment on analyse le monde et qu'on se positionne dans le champ politique, les partis n'ont rien à récupérer. Donc, pour ne pas se faire récupérer, il faut refuser d'être apolitique. En tout cas, ne pas répéter SOS, ce serait ne pas faire que de nouveau le pouvoir blanc fasse émerger une lutte apolitique pour étouffer une lutte autonome. Quant aux héritiers d'SOS, ce sont les gens qui demandent de l'argent pour la politique de la ville. Si on plaque ça dans la France-Afrique, ce serait l'équivalent d'un Malien qui demanderait plus d'aide au développement. Ce serait pas terrible. Les héritiers d'SOS, ce sont ceux qui ne remettent pas en cause l'organisation générale de cette politique de la ville, avec d'un côté les discriminations structurelles qui mettent les quartiers en dépendance. Et c'est cette dépendance qui favorise la corruption. Et puis les héritiers, ce sont aussi ceux qui remplacent la lutte effective contre le racisme par l'esthétique, par le gadget, par l'événementiel, par le musical, par le futile. On n'a jamais vu une organisation combattre le capitalisme avec des bandes dessinées. Et puis enfin, les héritiers, ce sont ceux qui exploitent
le racisme pour créer une activité potentiellement rémunératrice, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour éradiquer le racisme, mais pour exploiter le racisme à d'autres fins. Et enfin, les héritiers, ce sont ceux qui prônent l'apolitisme, mais qui n'hésitent pas à se faire récupérer par les politiques dès qu'ils trouvent un intérêt. واستعملت علينا وخلوني نبكي على رايي يا خلوني لا نحكي وعلى راسي خلوني نبكي على ميموني لو خلوني لا نحكي وعلى ايامي ويا حبابي ويا ربي
روح